Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie Grande-Bretagne, 19e siècle. Les filles mères de l'hôpital des enfants trouvés. Françoise Barré-Ducrot. Université Paris, Diderot. Pourquoi dans l'histoire des sociétés occidentales, les femmes qui procréent sans être mariées ont-elles si longtemps constitué un objet de scandale? Ici pas d'euphémisme. Les expressions utilisées pour les décrire parlent d'elles-mêmes. Mère célibataire, rappelle la loi religieuse et dans une certaine mesure la loi civile. Fille mère rappelle la perte de la chasteté. Ces grossesses ne constituent pas seulement une faute morale, elles sont perçues comme un risque matériel pour l'ensemble de la société contrainte de prendre en charge deux nouveaux membres dépendants. La mère affaiblie par son état gravide, et l'enfant par nature dépourvu d'autonomie. On entend derrière cet argument juridique la référence au texte vétérotestamentaire sur lequel repose l'édifice des sociétés de culture judéo-chrétienne qui sont les nôtres. Exclus par leur faute du paradis où ils étaient dépourvus de toute contrainte, Adam et Ève ont été précipités ensemble dans le monde économique et affligés de deux fléaux. Pour l'une celui d'enfanter dans la douleur, pour l'autre celui d'assurer à la sueur de son front, la survie de l'unité familiale. Double douleur physique, punition méritée, indépassable, qu'aucune mesure d'entraide ne devrait en principe atténuer. Dans ce domaine, la charité, l'une des vertus cardinales et plus tard ses versions laïques avec leur souci d'améliorer le sort matériel et moral du groupe social, sont restées au plus profond des convictions du monde chrétien, impuissante à faire oublier le verdict premier d'une divinité offensée par la transgression de sa loi. Paul Ricoeur rappelle que ce mal moral, le péché en langage religieux, désigne ce qui fait de l'action humaine un objet d'imputation, d'accusation et de blâme. L'imputation consiste à assigner à un sujet responsable une action susceptible d'appréciation morale. L'accusation caractérise l'action elle-même comme violation du code éthique dominant dans la communauté considérée. Le blâme désigne le jugement de condamnation en vertu duquel l'auteur de l'action est déclaré coupable et mérite d'être puni. C'est ici que le mal moral interfère avec la souffrance, dans la mesure où la punition est une souffrance infligée. Que l'on pardonne le caractère volontairement schématique de ce prologue, qui vise à rappeler une fois de plus la puissance des origines religieuses à l'œuvre dans nos sociétés. Ceci ne minimise pas pour autant l'importance du travail législatif accompli au cours des siècles par ceux qui, Élisabeth y comprise, avec la Pourlot de 1601, ont porté assistance à celles et à ceux dénués de tout soutien matériel, non plus que l'esprit de solidarité qui a présidé à l'instauration du welfare state dans la deuxième partie du XXe siècle et au XXIe siècle. La seconde raison de la persistance du préjugé à l'égard des mères non mariées est d'ordre symbolique. Une mère célibataire n'apparaît aujourd'hui plus guère comme une fille qui a fauté. Mais elle incarne sous le regard social la capacité gestatrice des femmes que nul ne peut associer à un quelconque géniteur. Réminiscence choquante et blasphématoire, si elle n'était refoulée par l'inconscient, de l'état de Marie la mère de Jésus, héroïne du Nouveau Testament. Désormais, qu'on l'appelle fille-mère ou mère célibataire, elle se trouve outrageusement dépouillée de tout ce qui ferait d'elle une personne civile, érigée en une procréatrice ordinairement occultée par la présence écran de l'homme. Elle se tient là dans la lumière étrange et brutalisante de sa sexualité et de ses organes reproducteurs. Fragile et toute puissante, libérée des voiles blancs qui masquent son pouvoir de produire et de mettre au monde un enfant. Or, au sein du couple hétérosexuel seule habilité à s'investir dans la multiplication de l'espèce, c'est l'entité mari et femme, dans une fusion des corps qui donne naissance à la vie. On n'entrera pas ici dans le détail des gestes sociaux, qui officialisent les pères comme les principaux acteurs de la procréation. Depuis une vingtaine d'années, je travaille à constituer un fonds documentaire sur les représentations des femmes enceintes dans la civilisation occidentale. Elles sont remarquablement rares. Aux quelques exceptions notables en peinture des tableaux de Vermeer à Amsterdam, de la lumineuse Madonna del Parto de Piero della Francesca exposée à Monterchi en Toscane, d'Autodis, de Picasso, de Louise Bourgeois ou plus récemment de femmes peintres féministes, on constate l'absence du corps de la femme enceinte. Qu'on ne nous oppose pas l'argument de la pudeur ou de la laideur dans l'art,
Les nombreuses scènes de massacre ou les représentations de personnages estropiés démontrent le contraire. L'image du corps féminin, gonflé par l'attirail nécessaire à la fabrication de l'enfant et par le développement du fœtus qui se transforme lentement avant de se frayer bientôt un chemin vers la lumière, est largement absente de la production artistique. On doit voir là la manifestation d'un déni, celui du travail singulier des femmes accompli pendant cette longue période de gestation dont elles sont seules actrices, déni dont l'anthropologue Françoise Héritier, dans son ouvrage sur la pensée de la différence, trouve l'origine dans l'envie archaïque des premiers Homo sapiens sapiens à l'égard de celles qui non seulement détenaient la capacité de reproduire la vie et leur propre sexe, mais plus scandaleusement encore des êtres de sexe masculin. Françoise Héritier y voit l'origine de la volonté de contrôle de la reproduction de la part de ceux qui ne disposent pas de ce pouvoir particulier. L'origine de ce qu'elle nomme la valence différentielle des sexes, qui, écrit-elle, semble s'être imposée de façon universelle, tout comme la prohibition de l'inceste. La valence différentielle des sexes ressortirait des mêmes nécessités, construire le social et les règles lui permettant de fonctionner. Elle l'ajoute comme quatrième pilier, aux trois autres piliers découverts des années plus tôt par Claude Lévi-Strauss, à savoir la prohibition de l'inceste, la répartition sexuelle des tâches et une forme reconnue d'union sexuelle. Ce rapport conceptuel orienté se traduit, dit-elle, en inégalité vécue. En 1970 déjà, Antoinette Fouque avait été la première avec les féministes du groupe Psychanalyse et Politique, à avancer le concept d'envie d'utérus. Par contraste, il convient de souligner l'existence récurrente de représentations de maris et de femmes tenant leur bébé dans les bras, offrant ainsi un spectacle émouvant de tendresse qui incarne la réussite du couple légitime. Les innombrables représentations de vierges à l'enfant forment un cas à part trop complexe pour être traité dans le cadre de cet article. On voit pourquoi, même si les interdits religieux ont pour une large part perdu de leur force et si le système de sécurité sociale contribue à la subsistance matérielle de la mère et du nouveau-né, la mère célibataire est moins une femme sans mari qu'une femme sans homme qui semble s'auto-reproduire. La morale des filles mères de l'hôpital des enfants trouvés. En contrepoint, je donnerai la parole aux mères célibataires dont j'ai fait surgir les récits de vie des archives de l'hôpital des enfants trouvés à Londres. C'est un fonds unique constitué au XIXe siècle. L'institution a accueilli, pour les élever et les former, des milliers d'enfants que leur mère, faute de moyens, ne pouvait plus garder avec d'elle. Pour obtenir l'assistance de l'hôpital, il leur fallait rédiger le récit ordonné par un questionnaire des circonstances qui avaient entouré la naissance de l'enfant qu'elles présentaient. Autrement dit, elles devaient décrire ce qui concernait les relations qu'elles avaient entretenues avec un géniteur devenu invisible. Elles y ajoutaient donc tout ce qui pouvait attester de la véracité de leurs déclarations, témoignages de proches, d'employeurs, correspondance avec leur amant. Faire ressurgir ces voix et les circonstances de la vie quotidienne de ces disparus permet de comprendre ce que le bannissement social, qu'elles ont dû payer de la séparation définitive d'avec leur enfant, avait d'injuste et d'effroyable. L'œuvre de l'hôpital des enfants trouvés n'est pas en cause. Pour beaucoup, l'hôpital représentait la solution de la dernière chance. D'autres, comme l'ont souligné Pat Tan et Tanya Evans, avaient la chance de trouver dans leur famille un havre dans lequel les enfants étaient accueillis et élevés. De leur côté, certaines, artisanes à domicile, parvenaient à continuer à travailler et à garder leur enfant auprès d'elles. C'est pourquoi d'ailleurs on note dans ce fonds d'archives la présence de tant de domestiques contraintes à l'époque d'habiter leurs employeurs. L'analyse de ces précieux témoignages fait apparaître que ce qui caractérise l'attitude de la plupart d'entre elles vis-à-vis des rapports sexuels, ce n'est pas la grossièreté ou l'apostrophe animalité de femmes ignorantes ou vicieuses, comme leur reprochaient les moralistes du XIXe siècle, mais plutôt une connaissance très sûre de ce que les mœurs et non pas la loi morale avaient pendant des siècles toléré. De fait, comme l'ont bien montré pour la France, les travaux de Jean-Louis Flandrin, notamment Amour et sexualité dans les campagnes de l'ancienne France, 16e-19e siècle. 1975. Ou en Angleterre, ceux de Peter Lalette, The World We Have Lost 1965. Dans la société pré-industrielle, on avait coutume de tenir les rapports sexuels entre jeunes gens pour naturels, en tout cas tolérables, à la seule condition que, en cas de grossesse, ils se soldent par un mariage et donc, par la prise en charge par un homme, père réel ou supposé, de la mère et de l'enfant. Selon Lawrence Stone.
D'après les chiffres dont nous disposons, il est possible de conclure que dans la plèbe anglaise et américaine de la dernière moitié du XVIIIe siècle, presque toutes les fiancées qui n'appartenaient pas à l'élite sociale avaient eu des rapports sexuels avec leur futur époux avant le mariage. En Angleterre traditionnellement, les relations entre les jeunes gens de sexes différents étaient à peu près codifiées de la manière suivante. On se parlait, puis on se promenait. Enfin, lorsqu'on était certain d'une attirance réciproque, on sortait ensemble, ce qui impliquait une intimité sexuelle qui pouvait aller jusqu'à la pénétration. Or, on retrouve les étapes de ce rituel social dans les déclarations d'un grand nombre de récits des mères célibataires de l'hôpital des enfants trouvés. Mais cette procédure reposait sur l'existence de la promesse de mariage. Fiançailles officieuses prononcées le plus souvent dans l'intimité des premiers rapports sexuels, essentiellement destinées à assurer aux jeunes filles une protection matérielle en cas de grossesse. Dans certaines provinces, la fertilité des femmes était même testée de cette manière. Comme l'attestent les registres paroissiaux des naissances, un grand nombre d'enfants avaient donc été conçus avant que le mariage vienne régulariser le statut de la mère qui, par conséquent, avait de fait été une mère célibataire pendant une partie de la gestation. Lorsque le géniteur était réticent à assumer son rôle de père de famille, ce qui n'était pas rare, les parents ou les autorités de la paroisse se faisaient fort de le faire céder. Plus rien de tel dans la société urbaine du XIXe siècle. Les paroisses, parishes, sont débordées, d'autant que dans la grande foule de Londres ou dans celle plus vaste encore de l'Empire britannique, le géniteur peut aisément disparaître. Compte tenu de ces précisions historiques, les récits des mères célibataires de l'hôpital des enfants trouvés s'entendent d'une toute autre façon. Elles ont en fait, on peut le dire comme ça, malgré travail harassant auquel elles sont tenues dès les premières lueurs de l'aube et jusqu'à la nuit tombée, pour beaucoup choisi la vie de la jeunesse moderne de leur temps. C'est pourquoi Londres, avec son agitation bigarrée, ses chanteurs de rue, et la fourmilière humaine que constitue la capitale, forme un spectacle dont elle ne se rassasie pas. Elle regarde les vitrines, entre dans les bazars, achète quelque objet de toilette, s'attarde près des bateleurs, des prêcheurs ou se promène dans les parcs. Pour une partie d'entre elles, c'est là qu'elles seront accostées et se laisseront divertir de l'isolement d'un travail rebutant. Aussi les liaisons amoureuses qu'elles entretiennent avec des hommes d'autres classes sociales ne sont pas rares. Apprentis décorateurs, assistants médicaux, employés de bureau, préparateurs en pharmacie, commis de notaire, étudiants des écoles militaires, de médecine, de droit hantent les récits des femmes de l'hôpital des enfants trouvés, comme il hante dans la ville, les rues enfiévrées et les parcs tranquilles en quête de bonne fortune. J'ai rencontré le père, un étudiant en médecine, en allant faire une course pour ma maîtresse. Il m'a parlé, et il m'a accompagné. Il m'a promis qu'il reviendrait me voir le lendemain ou le surlendemain, et nous nous sommes promenés ensemble. Cela a continué ainsi, une fois par semaine, pendant 12 mois. Au reste, ainsi que l'attestent les échanges épistolaires archivés, il arrive que s'épanouissent un temps d'authentiques histoires d'amour. Sarah T. avait 19 ans quand elle s'éprend de John H. né dans le quartier de Soho. Elle s'est engagée depuis peu au service d'un riche médecin non loin de Hyde Park. C'est la fille de cuisine qui lui a présenté ce séduisant préparateur en pharmacie. Il lui fait la cour assidûment pendant presque un an, puis ne peut s'empêcher de la demander en mariage. Dès lors, elle se croit autorisée à lui rendre visite chez lui, dans son petit logement. Elle ne tarde pas à être enceinte. Qu'elle quitte son emploi. Qu'elle commence à préparer le mariage, et il lui louera une chambre. Il semble si déterminé à l'épouser. Sa grossesse est déjà très avancée lorsqu'il décide de partir vers le nord. Rien d'inquiétant, pense-t-elle, puisqu'il lui a laissé 20 livres pour le rejoindre à Édimbourg. Mais le 3 septembre 1852, 2 mois avant la naissance de l'enfant, une lettre venue d'Écosse faire voler en éclats le roman d'amour. Ma très chère Sarah, je ne peux que reconnaître le mal que je t'ai fait, mais comme je n'ai pas les moyens d'assurer ma propre subsistance, ni à plus forte raison celle d'une femme, je ne ferai que me plonger ainsi que toi dans d'autres difficultés. De plus, ma famille ne nous accepterait pas si je t'épousais. J'ai décidé de tenter ma chance à l'étranger. Demain le bateau appareille. Adieu aux nombreuses heures que j'ai passées avec toi. Adieu ma pauvre fille, et pardonne-moi si ton cœur le permet. Pourtant,
La grande majorité des récits des pétitionnaires portent sur des relations amoureuses avec des hommes du même milieu social et dans des lieux dits respectables. C'est par exemple, au musée de South Kensington que Jane W. engage la conversation avec Thomas D., un ouvrier charpentier, un jour d'été 1859. Les allées bien entretenues de Hyde Park ou de St. James's Park reviennent souvent dans les récits, mais surtout les vastes étendues vallonnées, couvertes d'une herbe épaisse où il fait bon s'allonger, à Hampstead ou Greenwich Park. Il y a aussi Crystal Palace, cet immense rêve de verre et de fer qui se révéla fatal à bien des jeunes couturières. Plus commun encore, les jeunes travailleuses dont nous suivons les récits de vie choisissent leur amoureux dans leur environnement immédiat. Les domestiques, ces innombrables femmes de chambre, ces cuisinières sur lesquelles repose la grandeur des maisons victoriennes, s'éprennent des valets de pied ou des cochers qui connaissent la ville par cœur et qu'elles fréquentent à l'office. Celles très nombreuses qui sont employées comme général servants, bonnes à tout faire et donc isolées dans les maisons de leurs maîtres, évoquent néanmoins une camaraderie de voisinage, une complicité journalière avec les fournisseurs ou les ouvriers chargés d'entretenir les demeures. Les postulantes de l'hôpital des enfants trouvés évoquent ainsi un défilé d'ouvriers bouchers livrant la viande dans les basements, de laitiers, de jeunes boulangers, pimentant leur passage à l'office d'agacerie aimable. Dans l'atelier, dans la boutique aussi des relations se nouent entre les sexes. C'est un commis ou un ouvrier qui dort dans la pièce attenante, un vendeur à qui l'on vient rapporter son ouvrage terminé. À l'intérieur de cette jeune population, il existe naturellement des réseaux d'amitié. En service par exemple, pour s'armer contre la dureté du travail et les tracasseries du maître d'hôtel ou de la gouvernante, on se lie volontiers avec sa compagne de lit, on partage ses connaissances, on se promène en bande les soirs de congé. Ainsi en juillet 1872. Le père est venu à une soirée de domestiques chez Mrs. B, c'est là que nous avons fait connaissance, sans plus. Je suis parti de chez Mrs. B par aller chez Mrs. F, Orchester Square. J'ai continué de voir le père. Je suis allé de chez Mrs. F, chez Mrs. B à Wimbledon comme première femme de chambre. Là le père travaillait comme maître d'hôtel. Le père m'a indiqué que la place était libre, et c'est ainsi que je me suis présentée et que j'ai été engagée. Dans nombre de cas, l'annonce de la fréquentation des pétitionnaires de l'hôpital des enfants trouvés avec leur amoureux est annoncée à la famille. Plus rien ne subsiste, il est vrai, du caractère rituel des accordailles paysannes, mais on perçoit dans les archives le plaisir évident de faire partager aux siens la joie et la fierté de son émotion amoureuse. Ce sont ces témoignages que l'on convoque aussi, lorsque les choses tournent mal, que les jeunes filles sont enceintes et que leur amant refuse de les revoir. Ainsi en juin 1869 celui de la sœur de Maria. Je peux dire sans me tromper qu'à la dernière Pentecôte il y a 12 mois de ça, moi et ma sœur on a été au Crystal Palace pour la journée et là on a rencontré cet homme Frank P. Il est resté avec nous toute la journée. Il a raccompagné ma sœur jusqu'à sa place le soir et ils ont continué à se rencontrer avec ma sœur jusqu'en novembre, et au mois de décembre j'ai savoir la raison qu'il ne venait pas me voir et ma sœur elle lui avait dit qu'elle avait un pépin et je l'ai bien entendu qui disait qu'il allait en faire sa femme et c'est apostrophe. Et moi qui serais la demoiselle d'honneur. Et ma sœur elle a acheté des choses je le sais pour se mettre en ménage. Beaucoup pourtant ne semblent guère s'être embarrassés de telles protections éventuelles. Mary Monsieur déclare ceci. En octobre 1861 il m'a séduite, en disant que en cas d'ennui, il me marierait. Attardons-nous sur cet échange car il reproduit au mot près la déclaration que voulaient entendre les filles du peuple, avant de sacrifier leur virginité. Elle montre clairement que la promesse exigeait tant moins à protéger l'honneur d'une fille perdue lors de ses relations sexuelles avec un homme, qu'à se prémunir contre les conséquences matérielles d'une éventuelle grossesse. C'est si vrai que certaines n'hésitent pas à prendre l'initiative de la rupture alors qu'elles ignorent encore être enceintes. Et les relations sexuelles proprement dites, se demandera-t-on ? Eh bien, elles adviennent pour la plupart dans le cadre quotidien du travail, du logement. La maison est vide, les employeurs sont en villégiature ou à quelques réceptions, les autres au travail, les enfants sont endormis. Pourtant une forte minorité de mères célibataires peignent leurs aventures dans des décors plus exotiques. À partir des années 1870, les transports se démocratisent, la mode des excursions aussi. Esther W. raconte. En mars 71, je suis allée avec lui pour une excursion d'une journée à Gravesend,
et nous sommes allés dans les jardins jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour attraper un train ou un bateau, et il m'a alors persuadé de rester toute la nuit avec lui dans une petite auberge. C'est là que s'est effectuée la séduction. Ma mère était très en colère que je sois restée dehors toute la nuit, et j'ai juré que je n'avais rien fait de mal. Mais aussi le Londres victorien offre encore suffisamment d'espace vert où conclure les amours. Il m'a séduite un soir dans le parc l'été dernier. Cela a été répété de la même manière, et une autre. Au bout d'1 an et 9 mois, il m'a séduite en plein air. Il m'a toujours promis le mariage. Il disait qu'il était célibataire. S'il n'existe pas de traces directes du discours de ces filles du peuple antérieures à leur déclaration devant le comité de l'hôpital des enfants trouvés, elles détiennent en revanche une correspondance amoureuse qu'elles versent précieusement comme pièce à conviction au dossier d'admission. C'est ainsi que nous disposons d'une autre trace précieuse arrachée au temps, tout un échange disparu où se retrouvent en écho certains des traits de personnalité et les attitudes des mères célibataires. Ainsi, où et à quelle heure nous rencontrer jeudi ? Aimerais-tu mieux aller au théâtre ou ailleurs ? Milly chérie, tu me gâtes avec ta gentillesse. Ou encore. Ma très chère Harriet, j'ai reçu ta gentille lettre hier soir et je suis vraiment désolée de lire que mademoiselle V pense à fermer la maison à clé. Comme tu dis, ce n'est pas une dame selon moi, c'est une vieille sorcière, mais ne t'en fais pas ma pauvre grosse. Et enfin, cette querelle d'amoureux. Je suis sûre Emma que tu vas te laisser attendrir et me donner rendez-vous. Je suis tout triste quand je pense comme nous étions heureux ensemble il y a seulement une semaine, c'est un contraste affreux. Terminons par la lettre atypique d'un commis drapier. Une lettre unique, dans laquelle l'auteur, comme la demanderesse l'y autorise sans doute, laisse libre cours à ses fantasmes. Je pensais que tu avais oublié celui qui t'emmenait te promener dans les parcs et les expositions, et prendre l'air sur les champs de course. Pense à moi quand tu te déshabilleras, oui. Tu peux penser à moi quand tu te déshabilleras comme je le fais juste en ce moment jusqu'à ce qu'il y ait une érection dans mon pantalon. Ces histoires de vie ne manquent pas de décrire les réactions le plus souvent incrédules de ces hommes lorsque leur compagne leur annonce qu'elles sont enceintes. Quand j'ai été grosse de 3 mois, je lui ai dit, mais il ne m'a pas cru. Par la suite, il m'a dit que ce n'était pas de lui. Et je lui ai dit pour ma grossesse, mais il ne voulait pas le croire jusqu'à ce que j'ai consulté le docteur Buckland qui a dit que c'était bien ça. Un homme écrit « Mary, j'espère que tu n'es pas comme tu penses que tu l'es, si c'est ça c'est un sacré pépin. Mais je garde espoir que c'est seulement des idées que tu te fais, mais bien sûr si tu persistes à dire que je suis le père, eh bien il faudra bien que je fasse de mon mieux pour lui quand il sera né. » D'autres insistent, non sans une impatience brutale, pour que leur ami tente d'avorter. Ma chère Carrie, je voudrais que tu fasses ce que je t'ai dit au lieu d'être si stupide, va plutôt lui demander quelque chose, mais tu dois faire comme cela te plaît, cela peut être empêché. Pourquoi est-ce que tu ne demandes pas à Barbara, elle te donnerait quelque chose. Ou encore, d'un soldat cantonné à Winchester. Ma chère Emily, je regrette d'apprendre que tu es dans l'état que tu décris et aussi que tu as pris le remède sans résultat. Mais sûrement que tu n'as pas su en prendre assez, pour avoir un résultat. J'aimerais que tu le prennes pour provoquer un avortement. Tu peux obtenir un avis médical dans le Rara, tu sais la vieille boutique du docteur. Il faut que tu prennes ce remède ou bien alors je ne te parlerai plus. Peut-être bien que cela ne fera pas venir tes règles mais cela empêchera le pire. Pire encore, un grand nombre de géniteurs disparaissaient sans autre forme de procès, non sans avoir insulté leur ancienne amoureuse. Quand j'ai été grosse, je lui ai dit et il m'a dit d'aller me jeter à l'eau et qu'il me donnerait un coup de main. Pourtant, on ne peut qu'être surpris de constater que le mythe de la femme systématiquement séduite et abandonnée par un riche séducteur vole en éclats à la lecture de nombre de ses témoignages. Il m'a dit qu'il me prêterait la main jusqu'à ce que je sois sortie d'affaires, est une phrase qui revient sous une forme ou sous une autre. Après le début de la grossesse, certains font pendant des mois parvenir de l'argent et continuent à former des projets comme en témoigne notamment l'abondante correspondance qu'Elisabeth Louise Agi entretient avec un palefrenier dont voici un extrait. Ma chère Elisabeth, j'ai reçu ta bonne et affectueuse lettre et j'étais content de savoir aussi bien que tu vas. J'étais désolé que tu sois déçue à propos de l'argent et je regrette autant que toi, je pense aux choses et j'ai l'intention de faire tout pour le mieux pour toi et l'enfant, je pense que ce sera une grande dépense pour nous deux. Je pense que je peux louer une chambre meublée, et ça ne coûtera pas plus cher que cela coûte pour l'enfant, cela ne coûtera pas plus cher pour deux.
Nous pourrons alors nous marier tranquillement, ainsi personne ne saura rien, du moins je dirai que nous sommes mariés pour depuis plus de 12 mois, et tu diras la même chose et cela effacera tout le déshonneur pour toi. Le nom de l'enfant va bien. Tout ou presque vont de leur côté continuer à gagner leur vie aussi longtemps qu'elles le peuvent. Beaucoup sont parvenus à dissimuler leur état, jusqu'à leur accouchement. On imagine mal aujourd'hui combien jupons et tabliers cachaient le corps, combien l'embonpoint pouvait être tenu pour ordinaire. Une situation que Zola décrit d'une plume amère dans Pot-Bouille. Adèle était simplement enceinte de 9 mois, et elle rageait l'estomac vide avec sa continuelle faim, les jours où Madame triomphait devant tous en la montrant, ah bien. Ceux qui l'accusaient de peser le pain de sa domestique pouvaient regarder cette grosse gourmande, dont le ventre ne s'arrondissait pas à lécher les murs peut-être. Heureusement elle porta dans les flancs, le ventre s'élargit sans trop avancer. La malheureuse d'ailleurs se serrait à étouffer. Au moment d'accoucher, lorsqu'elles n'ont pas la chance d'avoir le soutien de leur famille ou de leurs compagnons, ce sont les refuges, la workhouse, l'hôpital. Dans les archives de l'hôpital des enfants trouvés ont été conservés les rapports de ces institutions qui consignent systématiquement les cris trop perçants poussés pendant la délivrance, les manifestations d'irritation ou d'impatience. Car tout est susceptible d'être retenu à charge, contre la demanderesse. Lorsque tout espoir de mariage ou de faire valoir leurs droits est perdu, beaucoup de ces mères célibataires luttent des mois encore avant de se résoudre à abandonner leur enfant. Les mieux loties sont celles qui ont du lait en quantité et qui ont fait suffisamment bonne impression au Lying-in Hospital ou à la workhouse, où elles ont accouché pour s'être vues recommandées comme nourrices au sein, ce qui leur permet de mettre leur propre enfant en nourrice. Mais cette manne disparaît lorsque leurs employeuses décident de sevrer leur propre nourrisson, c'est-à-dire au bout d'un an environ. Même avec l'aide d'une sœur ou d'un frère, la vie pour certaines devient alors terrible. C'est toute la famille de Sarah B., par exemple, qui se cotise pour trouver les 7 shillings hebdomadaires demandés par la nourrice. Sarah, elle couche clandestinement dans un réduit de l'hôpital Saint-Thomas où l'une de ses sœurs est veilleuse de nuit. La situation est d'autant plus cruelle que l'hôpital des enfants trouvés n'admet pas les enfants âgés de plus de 12 mois. Elles doivent donc se résoudre enfin à remplir les formulaires de demande d'adoption de l'institution, avouer leur misère et supplier l'hôpital d'accueillir un enfant qu'elles ont cherché à tout prix à garder auprès d'elles. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.